Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live comme tous les matins. Il est 10h03, on est le 6 mars 2026 et on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne Hattrick pour nos actus du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, hein. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, donc on va en profiter aujourd'hui pour parler une nouvelle fois football. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, on reviendra sur les matchs de hier soir entre Tottenham et Crystal Palace sur le match de Première Ligue. On avait de la Saudi Pro League et on avait ce match de Coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le RC Lens. Évidemment, on parlera des matchs de ce soir. Ce soir, on a un petit choc quand même en Ligue 1 avec le PSG Monaco. On a le Real aussi qui joue ce vendredi soir contre le Celta Vigo. On a même le Bayern, hein, donc c'est un beau vendredi soir quand même. Et un match de FA Cup avec les Wolves contre Liverpool. On aura aussi de la Saudi Pro League, la Ligue 2. Et en Serie A, il y a Naples aussi qui joue. Et de la Ligue même portugaise. Bon, on s'attardera pas forcément dessus. On fera évidemment, comme d'habitude, notre petite revue de presse. On va revenir un peu sur le match de l'Olympique lyonnais. Le match de ce soir, évidemment, entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que l'on aura aussi? Oui, un petit point sur la Ligue 2, le football amateur aussi, hein, les pépites possiblement qu'on pourrait retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. Comment le football amateur se professionnalise, se semi-professionnalise en tout cas. Euh, la fédération française lève des interdictions aussi sur les licences de mineurs non accompagnés. On pourra en parler rapidement. Un fait sur le racisme qu'a subi Papé Demba Diop lors du match contre l'OM. On aura aussi un peu de football féminin. Et la Kings League. La Kings League, hein, alors là, ça sera pas du tout notre football traditionnel, mais plutôt la Kings League. Et qu'est-ce que l'on a? Oui, le nouveau sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouabi, qui remplace Walid Regragui pour, euh, pour la sélection du Maroc et la prochaine Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, oui, je regarde. Je crois qu'on a un. Je sais pas qui c'est exactement. Draki qui est présent sur le live Twitch. En tout cas, petit point promo évidemment, juste avant de commencer ce live. On est en live sur TikTok et Twitch pour cette actu du jour sur Twitch. Je le rappelle, vous pouvez voir mon écran, donc ça peut paraître plus fluide pour certains. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, @atrickfr1. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch pour rester au courant de tous les lives. Sur TikTok, n'hésitez pas à bombarder de likes. N'hésitez pas aussi à vous manifester, hein, que ce soit sur le chat Twitch, le chat TikTok. Comme ça, on peut discuter tous ensemble, évidemment. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et Thread, et même X sur lequel on vous informe habituellement si on est en live ou non. On revient aussi sur la Hattrick FR, la chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Le dernier épisode de Farmer Streak, le débrief de la 24e journée de Ligue 1. On a parlé des matchs de la semaine dernière avec l'Olympico, on a parlé des matchs de Coupe d'Europe qui arrivent pour nos équipes françaises. Et on est un peu revenu sur toute l'actualité FR. Donc voilà, n'hésitez pas aussi donc à vous abonner sur la chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions. Et si vous préférez nous écouter, il y a les plateformes de podcast avec Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music. Voilà. Et après, évidemment, Classic Football Shirts pour retrouver tous vos maillots avec le code HATTRICKFR10, vous avez moins 10%. Voilà les amis, le petit point promo, je vois un peu de monde qui arrive petit à petit, donc on va pouvoir lancer cette actu du jour. On s'arrêtera peut-être un peu plus tôt aujourd'hui vers 11h30, parce que j'ai quelques trucs à faire, mais voilà, n'hésitez pas à vous manifester sur le live, et nous, en attendant, on va pouvoir démarrer. On va commencer directement avec ce match de Première Ligue hier soir entre Crystal Palace et Tottenham. On le disait, bon, deux équipes un peu malades en ce moment en Première Ligue. Tottenham qui a été repris par Igor Tudor récemment à la tête, hein, en tant que coach, évidemment. Euh, donc sur les compos hier soir entre ces deux équipes, hein, Tottenham joue en 3-4-2-1 avec Vicario dans les cages, Van de Ven qui a pris un carton rouge lors de ce match, Danso en défense centrale, Paligna dans la défense à 3, Souza à gauche, Pedro Porro à droite et Pape Matarsar
Et Gray au milieu de terrain, avec Matistel à gauche, Solanke devant et Colomwani à droite. Côté Crystal Palace et Oliver Glasner. On avait Dean Anderson dans les cages, Richards, Riyad, Canvo, Jordi Canvo, hein, l'ancien de Toulouse, hein, il me semble. Voilà, l'ancien de Toulouse, JD Canvo, pardon, qui était titulaire dans la défense à 3. On avait Munoz à droite, Mitchell à gauche, Wharton Kamada au milieu de terrain. Ismail Assar, cette fois-ci, enfin à droite, Evan Guessant, le français, enfin l'ivoirien, pardon, l'ancien de l'OGC Nice, qui était titulaire, qui enchaîne les titularisations du côté Crystal Palace, et Strand Larsen devant. Pas de Jean-Philippe Mateta, il était encore sur le banc, il devrait revenir bientôt, hein, le français Jean-Philippe Mateta. Maxence Lacroix aussi était suspendu. Euh, Nketiah, l'ancien d'Arsenal, est blessé aussi. Donc voilà, c'était une victoire de Crystal Palace. Alors dans les stats, hein, c'est plutôt homogène, j'ai l'impression. 1,09 d'XG pour Tottenham, 1,78 pour Crystal Palace, 60% de possession quand même pour Crystal Palace, 9 tirs 4 cadrés pour les Londoniens, enfin pour Crystal Palace du coup, et, euh, et 12 tirs 4 cadrés, donc pour Tottenham et l'équipe d'Igor Tudor. Un carton rouge quand même côté, on l'a dit, Van de Ven côté Tottenham, et donc les Spurs qui ont perdu lors de ce match. Donc le petit déroulé de ce match, il s'est passé pas mal de choses rien qu'en première mi-temps. En fait, s'est passé en première mi-temps même. Euh, Déjà deux cartons jaunes pour Souza et Pape Matarsar côté Tottenham. 34e minute, c'est Solanke qui vient ouvrir le score sur une passe décisive de Gray. Donc 1-0 pour Tottenham, c'était plutôt bien lancé, hein, au Hotspur Stadium. 38e minute, c'est Van de Ven sur un tirage de maillot, donc ça devait être le dernier défenseur. Il prend carton rouge à la 38e. 40, donc penalty pour Crystal Palace, donc ça doit être sur la faute, hein, de Van de Ven. Et c'est Ismail Lassar qui vient égaliser pour les joueurs de Palace. 43e, deux changements directement opérés par Igor Tudor avec Conor Gallagher qui rentre, Yves Bissouma aussi, à place de Colomwani et Souza. Et 45e plus 1, 45e plus 7, Crystal Palace qui prend son avance avec Strand Larsen et Ismail Assar qui viennent marquer le 2 buts à 1 et le 3 buts à 1 sur deux passes décisives d'Adam Wharton. En deuxième mi-temps, on a eu quelques changements, mais ça n'a rien changé pour ce match. Et donc, Tottenham qui enchaîne une nouvelle défaite. Voilà, les hommes de Palace, avec Oliver Glasner, sont 13e de Première Ligue avec 38 points. Donc, ils regardent plutôt vers le haut que vers le bas, hein. Il y a 10 points d'écart avec la zone de relégation pour les hommes de Palace. Alors que pour Tottenham, alors là, sur les 5 derniers matchs, ils sont à 5 défaites, mais la série de défaites, je crois qu'elle est pas mal côté Tottenham, sachant qu'ils ont fini top 8, hein, on le rappelle, de, de la Ligue des Champions. Donc Tottenham, c'est sur 5 défaites d'affilée. Il y avait un match nul, un autre match nul, une défaite, alors ça c'est la FA Cup. Euh, Nul, enfin défaite. Donc ça fait. Alors la dernière victoire de Tottenham, c'était le 28 décembre contre Crystal Palace, hein. Et après, ça a été donc un, 2, 3, 4 matchs nuls. Euh, 4 matchs nuls, 1, 2, 2 et 5, 7. Donc 4 matchs nuls et 5 défaites, non 7 défaites pour Tottenham depuis le 28 décembre, on a dit, contre Crystal Palace. Donc ça commence à être la crise vraiment côté Spurs, hein. Au classement, on le répète, ils sont 16e de Première Ligue, donc 5 défaites d'affilée. 29 points, ils sont qu'à un seul petit point de la zone de relégation et de West Ham, les hommes d'Icor Tudor. Donc ça commence, et en plus ils sont sur une mauvaise dynamique à l'approche de cette fin de saison de Première Ligue, hein. Donc ça va être très très dangereux pour Tottenham cette fin de saison. Il va falloir serrer les fesses, comme on dit, euh, pour les Spurs. Donc voilà, pour Tottenham, on le rappelle, ils jouent en Ligue des Champions cette semaine. Alors ils jouent en Ligue des Champions contre l'Atlético, hein. Voilà, ça sera au Wanda Metropolitano Stadium. Donc ça va être chaud pour cette équipe de Tottenham. Voilà. Euh,
Bon, on avait un match de Saudi Pro League, Dama contre Al Riyad. Je crois pas qu'il y ait d'anciens joueurs qui soient passés par les championnats européens, ou en tout cas pas de joueurs très très connus. Donc on va vite passer victoire de Damak, 3 buts à 0 contre Al Riyad dans cette Saudi Pro League. Mais hier soir, le match le plus important, enfin celui qui nous intéressait le plus, c'était ce match de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Donc c'était au Groupama Stadium, hein, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, le Parc Olympique, voilà, euh, pour les Lyonnais. Donc on avait ce 4-2-3, donc deux équipes en forme déjà en Ligue 1, hein, même si Lens, ça patine un peu en ce moment. Ça reste une très bonne équipe de Ligue 1. Et donc le 4-2-3-1 proposé par Paolo Fonseca, hein, le coach lyonnais, avec des camps dans les cages, hein, il faisait tourner les gardiens en coupe. En général, c'est ce qui arrive. Nicolas Tagliafico titulaire, on s'attendait plus à Abner Vinicius, il était bien là, mais dans ce milieu de terrain, donc Nicolas Tagliafico à gauche dans cette défense à 4, Niakate, Clinton Mata, Maitland Niles. Au milieu de terrain, donc Corentin Tolisso, le capitaine, Tyler Morton, pas de Tanner Tessman, c'était plutôt donc Abner Vinicius. Dans ce milieu de terrain, après ça se transformait un peu avec une défense à 5, hein, on sait que les schémas bougent pendant les matchs. Noah Narté une nouvelle fois derrière les deux attaquants, Hendrik et Yaremchuk. Après c'était plus une attaque à 3 je trouve, avec Narté qui était plus sur un côté, Yaremchuk à gauche et Hendrik devant. J'ai trouvé en tout cas que c'était plutôt comme ça. Le 3-4-2-1 de Pierre Sage côté Lensois avec Robin Risser dans les cages. Donc là, c'était vraiment l'équipe titulaire habituelle de Pierre Sage. Il n'a pas fait vraiment tourner pour ce match de coupe, hein, ça reste un quart de finale contre une grosse équipe. Donc Robin Risser dans les cages, Tchelik, Gagnou, Ismail Assar, pas du tout, Malansar dans cette défense à 3. Abdoulhamid à droite, à gauche, Mathieu Hudol, au milieu de terrain, Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson. Et en attaque, c'était Florian Thauvin, Hudson Edouard et Wesley Saïd qui s'est blessé juste avant le match, hein, je crois que c'est pendant l'échauffement, ou je sais plus exactement, mais en tout cas il était bien blessé pour ce match, et donc c'est Abdallah Sima qui l'a remplacé et qui a même marqué lors de ce match, qui met un très très beau but. On va en parler évidemment. Hop, je retourne sur le match, désolé. Tovin, président. Salut à Bulbe déjà qui est présent sur ce live. Ouais, Florian Thauvin, match, très très bon match de la part de Florian Thauvin. Bulbe atteint le rang 10 hein, quand même, hein. Donc un fan. Un fan bien présent de la part de Bulb. Donc oui, Florian Thauvin qui a fait un très très bon match. Donc on était en train de revenir sur les compositions du RC Lens et de l'Olympique Lyonnais. On va aller sur les stades rapidement. 1,82 d'XG pour Lens, 59% de possession côté lyonnais, 14 tirs 4 cadrés, 12 tirs 4 cadrés. Côté RC Lens, 14 tirs, c'est pour Lyon. Qu'est-ce que l'on avait? Pas mal de corners des deux côtés. Un carton rouge aussi, oui, effectivement. Et après, en tout cas, dans les stats, c'était plutôt homogène. 2 arrêts de la part de Robin Risser, 2 arrêts de la part de Rémi Descamps. Mais oui, c'est bien Florian Thauvin et le RC Lens qui viennent ouvrir le score. Euh, Finale Nice-Lens gagné par Nice, vous aurez vu ici le prono bancal. Bon, en tout cas, merci de ton prono, je suis très très content de ce prono si ça se passe. Honnêtement, je vais pas être objectif sur mes pronos, j'aimerais bien que Nice batte Strasbourg. La demi-finale sera à Bollard, hein, côté Arsenal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des tirages. Je comptais en parler après, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas rêver pour l'OGC Nice, même si ça a été très très compliqué contre le FC Lorient. Lens au final qui s'en sort, hein. Donc on va revenir rapidement sur le déroulé de ce match. Souvent un club qui joue le match 1 qui gagne quand il n'y a pas Paris. Ouais, 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 qui joue le maintien. Après, on a vu, il y avait Reims hein, l'année dernière. Bon, ils étaient déjà quasiment condamnés à la Ligue 2. C'est vrai qu'ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Après, précédemment, c'était des finales avec Toulouse. Toulouse-Nantes, ouais. Après, ça va être compliqué, hein, pas facile de jouer le RC Lens s'il y a vraiment finale. On aura aussi un article, j'ai oublié d'en parler, mais on aura aussi un article peut-être sur la finale de cette Coupe de France, où elle va exactement se dérouler. Mais en tout cas, sur ce match, en tout cas du RC Lens, hein, donc on disait Florent Thauvin qui ouvre le score dès la 23e minute, donc c'est un tir
je sais plus qui est le tireur, mais c'est repoussé par Descamps et Florent Thauvin qui vient finir, qui récupère et qui finit. Donc c'était plutôt un match équilibré, hein, même que ça soit sur la première mi-temps, je trouvais. Donc Florent Thauvin qui marque, qui met le RC Lens sur de bonnes rails. Et après, c'est Abdallah Sima sur une nouvelle passe décisive de Flotov qui vient marquer un très très beau but, hein, sur une contre-attaque et qui allume clairement Rémi Descamps qui lui laisse aucune chance. Et ça fait donc 2-0 à la mi-temps euh, pour le RC Lens. Lyon qui vient se réveiller quand même lors de ce match. Donc c'est Masuaku qui prend un carton rouge, voilà. Pourquoi je me disais qu'il me semblait bizarre ce carton rouge. Donc c'est pour un joueur qui était même pas sur le terrain. Euh, Si Thauvin gagne un titre en Ligue 1 avant l'OM, c'est gros délire, non? Ouais, bah ouais, hein, ça va être sacré délire même. Euh, En ce moment, on parlera pas de l'OM aujourd'hui, hein, pas forcément envie d'en parler, on en parle beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, ouais, Florian Thauvin, c'est c'est très très bon en ce moment. Hem, mais oui. Non, Florent Thauvin, très, 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 très gros match, hein, taille patron. Bah, depuis qu'il est revenu de toute façon au RC Lens, même à l'Udinese, hein, qu'il est revenu en Europe, c'est très, très bon Florent Thauvin. Après, c'est avec des matchs comme ça, peut-être qu'il peut aller chercher sa place aux yeux de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Donc pourquoi pas pour Flotov, pourquoi pas, hein. Surtout que c'est lui qui tire le penalty, le cinquième penalty de son équipe. On est allé un peu vite, mais qui tire le cinquième penalty de son équipe. Taille patron, hein, il allume, hein, il n'y a pas il y a pas eu de tergiversation pour Flotov. Honnêtement, petite célébration devant le parcage lyonnais. Non, vraiment, Florent Thauvin sûr de son football en ce moment, mais comme le RC Lens au final, hein. Euh, donc c'est très très bien pour lui, ça lui donne beaucoup de confiance pour cette fin de saison aussi en Ligue 1. Donc on disait, on était sur cette deuxième mi-temps, il y avait 2-0 pour le RC Lens. Donc Udol qui prend un jaune, Rémi Imbert qui rentre à la place de Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca qui veut quand même se donner des chances de passer le prochain tour, de se rendre en demi-finale de Coupe de France. Et c'est Yaremchou qui vient marquer sur une belle passe décisive de Rémi Imbert, donc sur une tête, hein, qui vient tromper Robin Risser. Et après, donc, on a Attebauer, Karabec qui rentrent. Bon, c'est pas eux qui font forcément la différence, ça donne un peu de fraîcheur à cette équipe lyonnaise. Lyon qui pousse, hein, lors de cette fin de match. Vraiment qui pousse beaucoup. Aïdara qui rentre à la place de Hudson-Edouard, hein. Il n'y a pas eu énormément de changements lors de ce match. Et c'est la 90e plus 4, donc le capitaine Corentin Tolisso qui se bat très très bien. Lui qui avait les mains sur les genoux, hein, lors de cette fin de match, hein, mais qui se bat sur cette tête. Il vient chipper le ballon à Robert Risser, il la rend à Robin. Pas du tout, à Rémi Imbert, et Rémi Imbert qui vient finir. Donc très très beau geste de la part de Corentin Tolisso sur cette tête, très très beau geste de Rémi Imbert qui vient égaliser et qui amène ces deux équipes euh, au penalty, hein, pas de prolongation évidemment. Qu'est-ce que je vois dans les commentaires? Pierre Sage, quel homme! Effectivement, Pierre Sage, très, j'allais dire très très grand coach. On n'en est pas là non plus, mais c'est un très bon coach de Ligue 1, ce Pierre Sage. Il fait du très très bon travail du côté du RC Lens. Il en faisait du bon déjà à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, avec cette équipe, hein, on lui a mis les joueurs à disposition. Et voilà, cette équipe qui a le don de pas forcément. Ils ont tremblé, hein, ils ont tremblé. Donc il y a 2-2 pour à la fin des 90 minutes. Le momentum était pour l'Olympique lyonnais. Mais voilà, même la séance de penalty, très belle séance de penalty, hein, des penalty très très bien tirés, hormis celui de Moussa Niakhaté qui rate, hein, le quatrième tireur patron de cette défense quand même de l'Olympique Lyonnais. Euh, bon, c'est un défenseur central, on peut pas lui en vouloir non plus. Et évidemment, donc Ryan Fofana serein quand il tire. Sol Abdelhamid, pareil, hein, il y a eu que vraiment des missiles pour ces penalties. Ils n'ont pas tremblé. Je crois que Sol Abdelhamid, il touche la barre parce qu'il glisse un peu. Mathieu Oudol aussi, Mamadou Sangaré. Et Flotov, hein, qui vient de donner la victoire. Côté lyonnais, Karabec, Tolisso, Morton qui ont marqué leur penalty. Même Hendrik, serein, c'est vraiment le défenseur central qui marque. Si on peut vouloir au défenseur centré qui loupe des pénaux, si, si. Oui, mais là, tu parles pour ton club, mon cher Bulbe. Mais c'est encore. C'est un autre débat, évidemment, hein, pour cette Olympique de Marseille. Euh, on parle évidemment de Léo Balerdi. On en a pas mal parlé hier. Bon, l'attitude de Balerdi,
plutôt cata. Mais voilà, on a dit qu'on parlerait pas de Marseille, on reste focus. Donc Lens qui passe en demi-finale, qui affrontera Toulouse hein, à Bollaert. L'Olympique Lyonnais qui sort par la grande porte, mais qui sort par la grande porte évidemment sur ce match. Pas comme d'autres clubs. On dira pas les noms. Merci en tout cas Lisa Marie pour le cœur avec les doigts. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Des cadeaux de bon matin. Donc l'Olympique Lyonnais qui sort par la grande porte. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur ces tirages. Donc le RC Lens recevra Toulouse au stade Bollard. Donc ça sera un bon match à suivre. Je pense que Lens est favori. C'est bien aussi que... Alors, c'est bien entre guillemets pour l'Olympique Lyonnais. Comme ça fera peut-être un peu moins de matchs. Ils pourront se focus sur la troisième place de Ligue 1 et sur la Ligue Europa où ils ont pas mal de chances. Je dirais pas qu'ils sont favoris, mais ils sont parmi les favoris, parmi ce groupe de tête pour remporter la Ligue Europa. J'y crois. Évidemment, faudra, on le répète assez souvent, mais il y a pas mal de. Il n'y a pas assez de turnover du côté de l'Olympique Lyonnais, donc c'est peut-être ça qui leur fera défaut. Mais en tout cas, ils peuvent se focus sur deux compétitions et ça peut être très intéressant. Comme je le disais, hein, l'Olympique Lyonnais qui sort vraiment par la grande porte, en tout cas dans cette Coupe de France. Donc, Lens qui reçoit le TFC à Bollaert et l'autre demi-finale, ça sera l'OGC Nice contre le RC Strasbourg. C'est à la Méno, hein, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est à la Méno. Les tirages ont été faits avant. Effectivement, ça sera à la Méno et donc, Strasbourg qui défiera l'OGC Nice, ça va être très compliqué quand même pour l'OGC Nice, hein. Euh, mais j'aime bien ce tirage. Euh, Strasbourg qui est une belle équipe, Nice qui est pas forcément une belle équipe, mais, euh, mais ça sera plutôt pas mal. On peut y croire en tout cas. Strasbourg aussi qui a la Ligue Conférence à jouer, plus une place en Europe à aller chercher. Donc là aussi, pourquoi pas y laisser quelques plumes et ça pourrait jouer pour l'OGC Nice. La finale évidemment de cette... donc les demi-finales auront lieu le 22... Ah ouais. Le 22 avril, donc les deux demi-finales auront lieu le 22 avril et la finale aura lieu le 23 mai. Qu'est-ce que l'on voulait dire aussi pour cette finale? Oui, j'avais un petit article sur la finale de Coupe de France. Si j'arrive à le retrouver. La fausse revanche, non, ça c'est sur le match de ce soir. La Fédération française, non. Non. Non, bon, j'ai plus. J'ai plus l'article sur la finale, mais bon, on suivra ça évidemment. Euh, on va aller quand même sur notre petite revue de presse avant de parler des matchs de ce soir. Donc l'OL éliminé, la FFF a un problème en moins, mais il reste toujours des incertitudes sur le stade de la finale de la Coupe de France. En fait, il était là mon article. Je crois que c'était un article sur l'OL. En fait, c'était bien sur cette finale. Donc la finale de la Coupe de France aura lieu le week-end du 22 mai, mais la fédération ne sait toujours pas si ce sera le vendredi ou le samedi, et si elle se déroulera au Stade de France ou en province. L'élimination de l'OL en quart lui retire en tout cas un problème potentiel. Un article d'Étienne Moati. En raison de travaux pour le Grand Paris, la finale de la Coupe de France ne pourra pas se jouer comme il était prévu samedi 23 mai au Stade de France. Une fermeture des lignes B et D du RER, empruntée par les spectateurs pour se rendre à Saint-Denis, est en effet prévue et impossible à décaler par les pouvoirs publics. Dès lors, il existe a priori deux possibilités: avancer la finale le vendredi 22 mai afin qu'elle puisse se jouer au Stade de France. Donc s'il y a l'OGC Nice au Stade de France, hein, je monte, hein, je vous le dis. Et maintenir la date du 23 mai. La première option n'aurait pas pu se faire si l'OL avait été encore en course et éventuellement concerné par la finale de Ligue Europa le mercredi 20 mai. L'élimination des Lyonnais sur leur pelouse par Lens jeudi soir simplifie donc la vie de la FFF si elle veut avancer sa finale de 24 heures afin qu'elle se joue au Stade de France. Donc, le peuple niçois en finale, on l'espère en tout cas une nouvelle fois. On verra ça évidemment, on le rappelle, 22 avril pour ces demi-finales de Coupe de France. Donc voilà pour sur les matchs d'hier. Est-ce que j'avais d'autres articles concernant tout ça? Non, j'ai pas l'impression. Je voulais juste aller sur le match de Tottenham, hein. J'avais noté un petit article sur les supporters de Tottenham qui ont quitté le stade à la pause, largement mené par Crystal Palace. Donc c'est un article de Anna Caro pour Flashcore. Donc la grande majorité des supporters de Tottenham présents au Tottenham, on disait, hein, Tottenham c'est compliqué en ce moment. Euh,
c'est compliqué en ce moment, hein. Il y a un risque, il y a un vrai risque de relégation pour les Spurs. Et donc, la grande majorité des supporters de Tottenham présents au Tottenham Hotspur Stadium ce jeudi pour le match de Premier League face à Crystal Palace ont quitté l'enceinte dès la mi-temps, en cause d'une défaite 3 buts à 1, dès la pause, un carton rouge pour Mickey Van de Ven à la 37e minute. C'est dans un stade totalement vide que la rencontre de Premier League entre Tottenham et Crystal Palace est terminée. Ce jeudi, les supporters des Spurs, dépités de vivre une cinquième défaite consécutive en championnat, ont décidé de quitter le Tottenham Hotspur Stadium à la mi-temps, alors que les Londoniens étaient déjà menés 3 buts à 1 et réduits à 10 après un carton rouge prématuré pour Mickey Van de Ven. Le score aurait même pu être plus lourd si le but d'Ismail Assar à la 29e minute n'avait pas été refusé pour hors-jeu. Pourtant, ce sont bien les joueurs de Tottenham qui avaient ouvert le score à la 34e minute grâce à Dominique Solanke, mais l'expulsion de Van de Ven a précipité la chute des hommes d'Igor Tudor, qui ont encaissé 3 buts en 12 minutes, un penalty d'Ismail Assar, un but de Jørgen Strand Larsen, puis à nouveau d'Ismail Assar à la 47e, 45e, plus 7. C'en est trop pour les supporters des Spurs qui s'en vont. Ils pourraient ne pas être les seuls à s'en aller avec 3 défaites en 3 rencontres à la tête de Tottenham. Igor Tudor est plus que jamais sur la sellette. Avant ce duel face à Palace, la presse anglaise parlait d'un match crucial pour l'avenir du coach croate. Le communiqué pourrait tomber dans la soirée. Donc voilà pour Igor Tudor et Tottenham, hein, donc on parle déjà du renvoi d'Igor Tudor, pour cette équipe de Tottenham. À voir évidemment, hein, à voir, si les Spurs, hem, si les Spurs pourront se sauver. Pourquoi ça m'a fait ça? Désolé, je règle des petites choses sur le live Twitch. Pourquoi ça m'a fait ça? Un. Voilà. Désolé, désolé. Bon après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant sur le chat, hein, je sais pas si c'est un bot ou non. Mais voilà. Mmh. OK, on va pouvoir relancer tranquillement. Oui, donc voilà pour Tottenham, à voir, hein, à voir, à suivre cette saison de Premier League, en tout cas pour ce bas du tableau de Première Ligue, voilà. Pour les matchs de hier soir, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, concernant cette Coupe de France. Sinon, on va pouvoir passer au match de ce soir et on a une belle soirée de vendredi soir pour une fois, en tout cas. Donc on a déjà ce match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayern Mönchengladbach. Donc le Bayern le vendredi soir, on n'a pas forcément l'habitude. Bayern, hein, premier de Bundesliga, évidemment, ils sont sur 4 victoires d'affilée, 63 points, donc 11 points d'avance sur Dortmund. Mönchengladbach, qui est plutôt une équipe de milieu de tableau en ce moment en Bundesliga, 25 points. Ils sont proches, hein, ils sont pas si loin d'être barragistes quand même de cette Bundesliga, donc il faudra faire attention pour Gladbach, hein. Et donc au niveau des compos, à voir voilà ce qui est proposé. Donc Harry Kane est blessé, donc ça devrait être Nicolas Jackson, titulaire dans, cette, cette équipe du Bayern, pardon, je cherche mes mots. Nicolas Jackson qui devrait être titulaire. Après, ça devrait être du classique. Luis Diaz à gauche, Michael Olise à droite, Jamal Musiala en 10, Pavlovic, Kimmich au milieu de terrain. La défense, Jonathan Tah, Upamecano, Leimer à gauche, Stanisic à droite. Manuel Neuer, donc Neuer serait de retour petit à petit euh, sur le terrain. Il était blessé récemment, il me semble, hein, le gardien allemand. Alfonso Davies est blessé. Donc Harry Kane, on l'a dit. Et Lennart Kard, voilà, qui est plus forcément dans les petits plans de Vincent Compagnie. Côté Mönchengladbach, oui. Donc je connais pas vraiment cette équipe, hein, cette année. Je sais qu'on a le français Franck Honora qui est devant, hein, l'ancien de Saint-Etienne, l'ancien du. Il me semble qu'il est passé par Brest, par l'OGC Nice, hein, formé à Nice, il me semble, Franck Honora. Donc qui pourrait être titulaire dans cette équipe devant. On nous propose un 3-2-2-2 de la part du coach de Gladbach avec Nicolas dans les cages, Sander Elvedi en défense, Kali Retz Ulrich au milieu de terrain, Moïa Stoger et Tabakovic. À voir, j'avoue que je ne connais pas du tout cette équipe de Gladbach. Mais bon, le Bayern est plutôt favori dans ce match de Bundesliga.
Donc ça sera à suivre évidemment. On a un match de FA Cup, donc les huitièmes de finale, les premiers huitièmes de finale de FA Cup. Cette semaine, les Wolves ont battu Liverpool euh, au Molineux. Donc c'est un peu une revanche, hein, cette semaine entre les deux équipes. Donc sur ce match de FA Cup, est-ce que Arne Slot fera tourner pour son équipe de Liverpool? On sait que c'est pas la priorité, hein, pour les Wolves, cette FA Cup, hein. Pour eux, c'est le maintien. Petit à petit, ils commencent à créer de l'espoir, hem, à créer de l'espoir dans cette première ligue, hein, pour le maintien. Donc, évidemment, on suivra, hein, je l'ai dit, suivre cette, cette équipe, enfin cette première ligue pour le bas du classement, ça peut être intéressant aussi. Mais, côté Liverpool, donc on nous propose cette formation 4-2-3-1 avec Alisson dans les cages. Van Dijk, Konaté, Kerkez, Jones en tant que latéral droit. Au milieu de terrain, Gravenberch, McAllister. Et après, l'attaque classique de Liverpool. Est-ce que Arne Slot te fera tourner pour ce huitième de finale de FA Cup? Ça sera à suivre. Mais je pense que là, cette fois-ci, il n'y aura pas de surprise, pour le coup, hein, à part si les Wolves, une nouvelle fois, font déjouer cette équipe de Liverpool. On aura aussi de la Saudi Pro League avec Al Ahly contre Al Ittihad. Donc c'était un match plutôt important sur les années précédentes. Là, Al Ittihad, cette saison, c'est un peu plus compliqué depuis le départ de Karim Benzema, mais même avant, départ de Karim Benzema, départ de N'Golo Kanté aussi, côté El Ittihad. Al Ahly, en ce moment, ça va plutôt bien. Euh, on aura aussi Al Khalij contre Al Azem, Al Hilal contre Al Najma, donc la nouvelle équipe du 9. Je ne sais pas s'il sera disponible le 9 ce soir. Donc on nous propose aucune compo, donc je sais pas, je me suis pas forcément plus intéressé que ça. Et après on aura Al-Taoun contre Al-Fateh. On va juste se mettre le classement. Le classement de cette Saudi Pro League. Donc voilà, Al Nasser premier avec 61 points. Al Ali, donc qui joue ce soir, 59 points. Al Hilal 58 points. Donc c'est serré dans le haut du classement de cette Saudi Pro League. Al Ittihad un cinquième avec 42 points, donc qui joue pas forcément le titre. Neom, l'équipe entraînée par Christophe Galtier, huitième. Et donc voilà. Après n'hésitez pas, hein, on le répète une nouvelle fois, la Saudi Pro League, ça se passe sur la chaîne de Zak Nani. Ce soir en Liga, on aura quand même un match intéressant entre le Celta Vigo et le Real Madrid. Le Real Madrid le vendredi soir. Pas forcément l'habitude de voir cette équipe. Donc sur ce match, déjà, les compos probables. On rappelle, hein, Kylian Mbappé toujours absent côté Real. Ça devrait être une nouvelle fois. Est-ce que hem, Alvaro Arbeloa va faire tourner, va essayer de changer un peu son système? Parce qu'on a l'impression que ça marche pas forcément. Donc là, on nous propose, hein, la composition probable, hein. Il me semble que c'était, quasiment la même compo lors du match précédent contre Getafe. Juste à la place de Camavinga, on avait le jeune, Pitarch qui était, titulaire. Mais sinon, Courtois dans les cages, Rudiger, Asensio non, c'était pas Asensio, on avait, David Alaba. À gauche, on avait Carreras. Là, on nous propose Ferland Mendy. Donc peut-être un retour de Ferland Mendy petit à petit dans cette équipe du Real. Euh, Alexander Arnold à droite, évidemment. Ça me surprend toujours. Donc voilà. Après, au milieu de terrain, on aura Fede, Valverde, Chouameni, Camavinga. Normalement, ça devrait être le bon milieu de terrain, hein. Euh, et après, on attaque Arda Güler, Gonzalo Garcia, Vinicius. Je pense pas que. En fait, il a pas forcément énormément d'options non plus. Alvaro Arbeloa, hein, sur le blessé, on a David Alaba qui est blessé au mollet du coup. Jude Bellingham toujours blessé. Ceballos blessé. Eder Militao blessé. Alvaro Carreras donc suspendu. Dino Hussein suspendu aussi. Mais bon, il fait pas des grands matchs en ce moment. Mastantuono aussi. Kylian Mbappé blessé au genou et Rodrigo, c'est une fin de saison. On rappelle un Rodrigo qui a fait les croisés. On va juste aller checker cette équipe du Real, cet effectif du Real, pour voir s'il y a d'autres solutions pour, pour Alvaro Arbeloa. Bon, Ocage, Courtois, il fait plutôt le travail, donc on va pas mettre forcément André Lounine. Fran Gonzalez, donc ça c'est le troisième gardien. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a Dino Hussein, donc il est suspendu, on a dit. Militao blessé. Raúl Asensio, c'est pas fou en ce moment quand même. Antonio Rudiger, il aurait dû se faire expulser lui aussi lors du dernier match. David Alaba, blessé, pas blessé, on verra aussi. Alors, est-ce que Ferland Mendy est vraiment de retour?
et pourrait être sur le terrain ce soir, ou est-ce que ça sera plutôt Fran Garcia, lui aussi, hein, qui était plutôt habitué au banc la saison dernière, hein, il avait cette concurrence avec Ferland Mendy. Est-ce que Fran Garcia sera là? Bon, Trent Alexander-Arnold sera sur le terrain, hein. Ça m'étonnerait que Dani Carvajal soit là, hein. Il commence à, comment dire, pêcher physiquement. C'est un peu moins le Dani Carvajal que l'on a vu lors des dernières années au Real. Je préfère voir Trent Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, donc Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga. Dani Ceballos s'est blessé du coup. Jorge Sestero, je ne sais pas ce que vaut exactement ce joueur. Jude Bellingham, blessé, donc on l'a dit. Et donc Arda Güler. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'énormes options à Alvaro Arbeloa au final. Là, on le redit, donc Vinicius serait là. Rodrigo, on a dit c'est fin de saison. Franco Mastantuono, suspendu. Brahim Diaz, c'est peut-être lui, alors je dirais pas la solution, mais l'option pour Alvaro Arbeloa à la place à la place de qui on pourrait le mettre? Pourquoi pas Gonzalo Garcia? On mettrait Vinicius et Brahim Diaz sur le terrain, devant, et après c'est le milieu de terrain avec Arda Güler derrière les attaquants, et après Fede Valverde sur un côté, hein, ça me choque pas. Plutôt, voilà, un 4-2-3-1, je dirais, avec donc Thibaut Courtois dans les cages, Alexander Arnold à droite, à gauche, à voir entre Fran Garcia et Ferland Mendy. La défense centrale, donc si David Alaba est vraiment blessé, ça devrait être celle-ci, hein, il y a pas forcément de solution. Donc, Chouameni, Kamavinga au milieu de terrain, donc dans ce double pivot. En numéro 10, Arda Güler, Fede Valverde en ailier droit, milieu droit. Et devant, pourquoi pas Vinicius, vraiment seul devant, et avec Brahim Diaz à gauche, ou l'inverse, hein, Vinicius à gauche, un qui repique dans l'axe, avec Brahim Diaz en faux neuf, attaquant devant. Mais en tout cas, il y a une ou deux possibilités quand même pour Alvaro Arbeloa, et on verra ce qu'il se passe évidemment. Le Celta Vigo, on n'en a même pas parlé, mais c'est plutôt une bonne équipe une bonne équipe de Liga, avec Radu dans les cages. On nous propose Alonso, Starfelt, Rodriguez dans une défense à 3, Mingueza à gauche, Carrera à droite, Ilech Moriba, l'ancien du Barça, Roman au milieu de terrain, Svedberg, Iglesias et Lopez en attaque. Juste pour faire un point sur le classement, le Real est à 4 points du FC Barcelone. Il reste sur 2 défaites les joueurs merengues. Le Celta Vigo, voilà, 6ème de Liga, petit à petit ça remonte, hein. Ils avaient eu un très très mauvais début de saison. Je me souviens, le Celta Vigo, ils étaient genre sur 14 matchs sans victoire. Là, c'est vraiment remonté petit à petit, donc 6ème avec 40 points. Et ils peuvent aller chercher le Betis Séville en cas de victoire ce soir à la 5ème place. Euh, voilà, le Real, ils n'ont pas intérêt à perdre parce que là, ils pourraient faire une croix définitive sur le titre. Voilà pour ce match de Liga. J'avais pas forcément d'article sur la Liga. La Liga, on y viendra juste après. On va parler. Est-ce qu'on parle Ligue 2? Non, on va parler Serie A juste avant. Avec le Napoli qui joue contre le Torino ce soir. Juste pour le rappel du classement, donc le Napoli est troisième avec 53 points. Pardon. Les joueurs d'Antonio Conte doivent s'imposer s'ils ne veulent pas voir la Roma leur piquer la place sur le podium de Serie A. Et en cas de victoire, ils seraient à un point du Milan AC, évidemment avec un match en plus, hein. Il faudra attendre les matchs du week-end. Mais le Napoli doit s'imposer ce soir. Il reste sur une victoire, hein, contre les Las Vérone dernier de cette Serie A. Et après pour le Torino, bon, ils sont à 30 points. Euh, les joueurs du Torino, ils doivent s'imposer quand même, comme ça ils pourront souffler pour cette course à, au maintien, voilà. Donc Antonio Conte va devoir gagner. Donc pour sa composition probable, on sait défense à 3 côté Antonio Conte. Au niveau des absents déjà, David Neres, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Ramani, toujours sur le flanc. Un certain Kevin De Bruyne, Franck Zambanguissa, donc déjà ça serait deux tauliers de retour
pour cette équipe du Napoli, donc qui pourrait être possiblement sur le banc. Dans cette équipe, donc, on nous propose Milinkovic-Savic dans les cages, le gardien, Oliveira, Buongiorno, Juan Jesus dans cette défense à 3, Spinazzola à gauche, Politano à droite, Elmas, Gilmour. Donc voilà, c'est vraiment au milieu de terrain où ça pêche, hein, où c'est vraiment 2 remplaçants et pas les titulaires habituels. Et après devant, la pépite brésilienne, Alisson Santos, Vergara, Højlund. Pourquoi pas avoir, je sais pas, une attaque à 2 avec Højlund, Romelu Lukaku, je préférerais voir ça. Là aussi, on va peut-être aller checker l'effectif de Naples pour voir s'il y a des solutions pour Antonio Conte. Hem, donc Bukema, on a dit qu'il était pas forcément présent, la recrue de cet été. Donc Amir Rahmani s'est blessé. Il y a aussi Miguel Gutiérrez qui, voilà, n'est pas forcément utilisé de la part d'Antonio Conte. Ça peut être un joueur intéressant en tout cas. Je sais pas exactement quel est son poste, on me parle là d'arrière gauche. Il me semble qu'il jouait un peu plus haut sur le terrain à la base. On l'a dit, Lobotka, McTominay s'est blessé. Donc Franck Zambankiza, s'il est de retour, c'est plutôt bien. Kevin De Bruyne, évidemment que c'est plutôt bien. Et après, dans cette attaque, Politano, donc on a dit, il serait plutôt sur un côté en tant que piston. Et ouais, il n'y a pas forcément de solution. Moi, j'aimerais bien voir une attaque Rasmus Højlund, Romelu Lukaku. Peut-être que ça peut être un peu plus intéressant de la part d'Antonio Conte. Voilà pour ce match de Serie A. J'étais sur quoi? Oui, on a de la Ligue portugaise aussi avec Famalicão contre Arouca. Euh, donc, euh, donc, voilà, on va juste aller checker leur position pour ceux qui suivent la Ligue portugaise. Famalicão, 6e de cette Ligue portugaise, à 9 points de Braga, hein, pour les places européennes. Et après Arouca, c'est milieu de tableau. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va aller sur le match de Ligue 1 ce soir entre le PSG et l'AS Monaco. Et comme ça, on pourra faire notre petite revue de presse en même temps. On a 2-3 articles sur le nouveau positionnement de Bradley Barcola, sur Vicha Kvaratskhelia, sur la revanche Monaco-PSG aussi, hein, après ces barrages de Ligue des Champions. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à dire, en tout cas, sur ce match. Donc déjà, point sur le classement, avant tout. Le PSG premier de Ligue 1, 57 points, 4 points d'avance sur le RC Lens. Voilà, l'AS Monaco 7e, 37 points. En cas de victoire de l'AS Monaco ce soir, hein, ça peut revenir sur les places européennes en attendant les matchs de ce week-end, hein. On disait Monaco, ça marche plutôt bien en ce moment, 4 victoires en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul. Donc c'est plutôt très bien pour les Monégasques. On disait dans Farmer Streak, hein, Sébastien Poconelli commence à trouver son dispositif, son rythme, on commence à voir ce qu'il veut apporter la patte Sébastien Poconelli, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, pour le point sur le classement. Au niveau des compos, euh, Fabien Ruiz, Ousmane Dembélé devraient être toujours absents. Donc Ousmane Dembélé, on verra, possible. Moi, pour le coup, je le mettrai, je le mettrai sur le côté, comme ça je le préserve pour la Ligue des Champions, évidemment. En plus, on sait que le Paris Saint-Germain a d'autres armes que Ousmane Dembélé. Donc au cage, Safonov, hein, il a bien pris la place de Lucas Chevalier. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Pourquoi pas à la place de Marquinhos mettre Ilyas Barnier? On disait qu'il avait fait des bons matchs en Ligue 1 récemment, donc pourquoi pas là sur un gros match, voir s'il peut porter le poids sur ses épaules. Marquinhos, voilà, là aussi préservé pour ce match de Ligue des Champions. Au milieu de terrain, Kangin Lee possiblement, Joao Neves est blessé. Il semble être blessé à la cheville. Fabien Ruiz aussi revient petit à petit de blessure. Donc Kangini au milieu de terrain avec Warren, Zahir, Emery. Pourquoi pas Seni Mayolu dans ce milieu de terrain. Et Kangini toujours sur le banc en tant que super sub avec Gonzalo Ramos. Et en attaque, voilà, Bradley Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Je pense que les trois seront titulaires. Dans quelle position? Voilà, c'est la question qu'on se pose. On va aller directement sur le positionnement de Bradley Barcola. Ouais, et après on parlera de l'AS Monaco. Bradley Barcola en faux neuf, la nouvelle bonne idée de Luis Enrique.
Alors que le PSG se déplaçait au Havre sans Ousmane Dembélé le week-end passé, tous les regards étaient tournés vers l'animation offensive de Luis Enrique. La réponse est venue d'un repositionnement tactique payant, Bradley Barcola dans l'axe, dans un rôle de faux numéro 9. L'international français n'a pas seulement été un buteur, il a été le chef d'orchestre d'une attaque qui aurait pu et dû s'imposer bien plus largement. Dans une partie de terre ne remporter seulement un but à zéro, il a fallu une éclaircie nommée Bradley Barcola pour permettre au PSG de prendre 4 points d'avance sur Lens sur un centre millimétré. L'ailier replacé numéro 9 en l'absence d'Ousmane Dembélé a surgi pour placer une reprise de la tête imparable. Ce but, son 9e en 35 matchs sur cette saison 2025-2026, vient valider son nouveau statut. Mais au-delà de la finition, c'est son intelligence de jeu dans le rôle de faux numéro 9 qui a sauté aux yeux. On le rappelle juste, hein, Bradley Barcola, voilà, il a 9 buts en 35 matchs. Il a quelques problèmes des fois dans la finition, hein, où il n'est pas très lucide. C'est ce qu'on disait pour Ousmane Dembélé avant, quand il était sur un côté. Des fois, il fait un peu trop d'efforts et donc devant, il n'est pas très lucide. Donc c'est pour ça, hein, que ce test Bradley Barcola en faux numéro 9, ça peut peut-être convenir dans le même rôle qu'un Ousmane Dembélé, hein. Donc capable de décrocher pour libérer les espaces ou de semer la panique par ses appels tranchants dans la profondeur, l'ancien lyonnais a transformé la défense havraise en un champ de ruines. Pourtant, le score aurait pu être bien plus lourd si le réalisme avait été au rendez-vous chez ses partenaires. C'est peut-être l'aspect le plus frustrant de sa soirée normande. Barcola aurait dû repartir avec 2 passes décisives dans sa besace. Et si Barcola était le Dembélé de 2025. Sur une transition rapide, Barcola élimine 2 défenseurs avant de glisser un ballon laser dans la course de Kanguini. Seul face au but, le Coréen a manqué de spontanéité. Gâchant un caviar pur, quelques minutes plus tard après un raid solitaire, l'attaquant français fixe la défense et sert idéalement Nuno Mendes sur un plateau. Là encore, le face-à-face se tourne à l'avantage du gardien adverse. Le débat sur la finition de Barcola reste cependant ouvert. Si ses statistiques progressent, il conserve parfois ce manque de tueur devant le but qui rappelle étrangement la trajectoire d'un certain Ousmane Dembélé. Au début du mois de décembre 2024, celui qui allait devenir le Ballon d'Or 2025 ne comptait que 5 petits buts, toutes compétitions confondues, après 3 mois et demi de compétition. Dembélé était alors critiqué pour son inefficacité chronique avant de connaître le déclic que l'on connaît. Barcola, avec ses 9 buts à la mi-saison, est en avance sur les temps de passage de son aîné. En conférence de presse, avant d'affronter l'AS Monaco, Luis Enrique a été naturellement interrogé sur cette filiation évidente entre les deux flèches, mais il refuse de voir en Barcola le Dembélé de 2025. Ce n'est pas correct de comparer les joueurs parce que chaque joueur et chaque année, c'est différent. Ce que je peux dire, ce que je peux dire de Bradley, c'est qu'il a eu beaucoup de minutes, beaucoup de matchs, il a très bien joué, il peut évoluer partout en attaque. Je suis content de ce que j'ai vu, on attend à voir encore de meilleures choses et c'est ce que j'attends de lui. Promet l'entraîneur du PSG qui devrait tout de même retenter l'expérience face à l'ASM ce vendredi. De là à mettre Dembélé sur le banc, le jeune attaquant de 23 ans, lui, n'y voit pas d'inconvénient. Après le succès face au Havre, Barcola demande juste qu'on lui laisse du temps pour mieux s'adapter à ce nouveau rôle. Je dois partir dans le dos, essayer de décrocher, même si ce n'est pas mon jeu, et être efficace. J'aurais pu mettre un deuxième but, mais je suis content, je peux jouer sur tous les fronts de l'attaque. Face à Monaco, Luis Enrique aura l'embarras du choix puisqu'Ousmane Dembélé et Seny Mayoulou, tous deux touchés au mollet, ont quitté l'infirmerie et seront vraisemblablement dans le groupe. On est content, on espère les avoir le prochain match comme d'habitude, mais c'est toujours spécial. Il faut valoriser et estimer exactement l'état physique de chaque joueur, a tempéré Luis Enrique. Ce match de Ligue 1 pourrait être l'occasion de retenter l'expérience avec son numéro 29 dans l'axe, avant que les choses sérieuses ne commencent pour le PSG, à savoir les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, les 11 et 17 mars, à voir si Barcola sera suffisamment convaincant pour prendre la place de Dembélé dans l'axe. Pour ce replacement de Bradley Barcola, on verra. Il y a aussi un joueur dans cette attaque du Paris Saint-Germain, je l'ai dit, hein, après on parlera de l'AS Monaco, mais c'est Vicha Kvaratskhelia qui est un peu moins bien en ce moment, même si je ne le trouve pas forcément dramatique non plus. Mais voilà, il y a 2-3 petits doutes qui commencent à s'installer, c'est pas énorme non plus. Juste avant, je bois un coup de boisson et je reviens tout de suite. Positionnement, attitude, Vicha Kvaratskhelia en quête de confiance pour retrouver son niveau avec le PSG. Un article d'Hugo Delhomme, hein. Souvent cantonné à droite, parfois maladroit dans ses frappes, Vicha ne donne pas sa pleine mesure ces dernières semaines avec le PSG qui accueille Monaco ce vendredi.
Le génial ailier en est-il responsable en partie seulement? Quand l'après-midi, Kelia s'installe dans son canapé pour jouer à la console avec ses amis géorgiens ou ex-coéquipiers à Naples, l'histoire ne dit pas s'il choisit le PSG et son numéro 7. L'ancien napolitain 25 ans pourrait compter sur son personnage numérique, cet ailier virevoltant capable de toutes les prouesses dans le 1 contre 1, une réalité virtuelle qui ne trouve pas toujours un prolongement réel ces dernières semaines. Le rôle joué par la recrue sur la saison historique du PSG l'an dernier a été compté 1000 fois. Cette finale délicieuse contre l'Inter en Ligue des Champions, 5 buts à 0, et cette impression que l'homme aux 70 millions acheté en janvier 2025 avait toujours porté ce maillot parisien. Cette saison est bien au-delà du procès sur ce joueur qui choisirait ses matchs, l'impression est moins nette. Kvaratskhelia capable de coups d'éclat géniaux, chef-d'œuvre contre l'Atalanta Bergame. Ouais, capable de coups d'éclat géniaux, manque malgré ses statistiques consistantes, 9 buts, 6 passes décisives, il manque de continuité. Le positionnement qui pose question. Au retour des débats, d'abord son positionnement. Sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, Luis Enrique a choisi de placer Bradley Barcola à gauche au détriment donc de Gvara cantonné à droite. Un choix questionnable pour un joueur qui n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis plus d'un an et qui ne permet pas à l'ex-napolitain d'exprimer son éventail de feintes et ses dribbles si efficients à gauche. Salut à Nassim, bienvenue sur le chat. Maroc, Coupe du Monde, mama 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 mama. Ok, eh ben, bienvenue à toi Nassim, bienvenue à toi, je ne sais pas quoi te dire de plus en tout cas. Euh, je ne sais pas si tu connais le principe, on fait un petit point sur l'actu football du jour. Bien vu mon frère. Euh, ben merci, merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, euh, Bah en tout cas, merci, je vois que les likes montent. Merci à toi, bienvenue sur ce live. Donc on fait un petit point sur l'actu football du jour. Là, on est en train de parler du Paris Saint-Germain et de Kvaratskhelia. On a parlé des matchs de hier soir, des matchs d'aujourd'hui. Donc si tu souhaites parler d'un sujet en particulier, Nassim, n'hésite pas sur le chat. En tout cas, merci énormément pour la force sur ce live. Et bienvenue dans la communauté à Trick FR. Il y a un bail-foot, le Maroc a changé d'entraîneur. Oui, on comptait en parler juste après concernant Mohamed Ouabi, le nouveau sélectionneur du Maroc, hein, et le départ de Walid Regragui. Un petit point sur savoir qui est hein, exactement Mohamed Ouabi, euh, l'ancien sélectionneur des U20 marocains. Donc si tu restes encore un peu de temps, on pourra en parler rapidement. En tout cas, on pourra en parler. Il a gagné la Coupe du Monde. Oui, voilà. Ouais, c'est ça exactement, la Coupe du Monde du vin. Et on va en parler, on en parle juste après. En tout cas, merci pour les likes sur le live. Euh, on finit juste avec le PSG Monaco de ce soir. Et après, on ira directement sur le Maroc pour faire plaisir à Nassim. Meilleure, meilleure attaque, meilleure défense. D'accord. Donc, on était sur l'éventail de Vicha Kvaratskhelia. À droite, donc Vara semble souvent emprunter et ne peut s'appuyer sur cette frappe qui a presque traumatisé toute une génération de gardiens en Serie A, au point de perdre confiance dans ce qui constitue pourtant une de ses spécificités. La question peut se poser. Au Havre, pourtant installé à gauche, il s'est perdu dans des tentatives de frappe vaines, et plus globalement, son taux de frappe cadré reste en deçà des standards des grands joueurs. Des actions qui agacent ce positionnement à droite le conduit à changer son jeu et par prolongement à le dénaturer. Le Géorgien, personnage peu loquace et pas toujours facilement cernable pour ses interlocuteurs, hop, ne verbalise pas un quelconque mal-être à ses coéquipiers. Mais certaines de ses actions individuelles ont le don d'incasser une partie d'entre eux. Sur le thème bien connu du «il joue tout seul», pas au point de le couper du vestiaire. Le repositionnement de Barcola dans l'axe, même s'il est amené à être ponctuel, aura un mérite, celui d'offrir à l'ailier géorgien de vraies possibilités sur son côté préférentiel. Alors qu'Ousmane Dembélé n'a pas chassé tous les doutes sur son état de forme, la vérité de la saison parisienne se trouve sans doute dans les pieds de Vicha Kvaratskhelia. Euh, PSG Monaco, on dirait Tunisie-Mali. Je te trouve un peu dur quand même sur, sur ce match. Euh, ça va être un match plutôt intéressant. Monaco et le PSG sont des équipes en forme en ce moment, même si le PSG ça a été un peu moins bien. Euh, mais ça va être plutôt cool. Si vous souhaitez que je fasse un prono
Pour ce match, je mettrai une nouvelle fois le Paris Saint-Germain, même si ça a été compliqué sur les 2 matchs contre l'AS Monaco. L'AS Monaco n'a pas gagné, n'a pas gagné, que ce soit au Louis II ou au Parc des Princes. Donc je mettrai le Paris Saint-Germain, même s'ils sont capables d'une faille, hein, juste avant les matchs de Ligue des Champions. Heu et donc pour cette composition, on a dit qu'on parlerait de Monaco quand même. Hem donc ça sera, Philippe comme dans les cages évidemment, Kerrer, Faes. Donc là on nous propose une défense à 4. Pourquoi pas avoir la défense à 3 de Sébastien Cognoli avec évidemment, Denis Zakaria en, en défense centrale aux côtés de Thilo Kerrer et Wout Faes. Sur les côtés, on nous met Thésée, Caio Henrique. Hem, Moi je verrais plutôt Vanderson quand même et donc au milieu de terrain, non, je pense que ça va être, à peu près pareil, hein, donc Lamine Camara, Koulibaly et après, Simon Adingra sur un côté gauche plutôt que Alexander Golovin. Golovin un peu replacé, dans ce poste de numéro 10 et Folarin Balogun devant. J'oublie peut-être un joueur, là on nous parle de Bamba au milieu de terrain, je mettrais plutôt, Marnez Akiliouche, hein, évidemment. Même s'il a enchaîné pas mal de matchs, je mettrais plutôt, Akiliouche. Donc je suis pas forcément d'accord avec cette compo de, hem, de Flashcore, hein. Donc je dirais moi la défense à 3. Donc Philippe Cohn dans les cages, défense à 3, Wout Faes, Denis Zakaria, Thilo Kehrer. Sur les côtés, Vanderson, Caio Henrique. Au milieu de terrain, donc Lamine Camara et Koulibaly. Et après, sur les 3 de l'attaque, du coup, oui, je mettrai Adingra à gauche, Martinez, Akilouche ou Golovin. On sait que Akilouche a été un peu blessé récemment, donc pourquoi pas mettre Golovin sur un côté. Et donc Folarin Balogun devant. Ou pourquoi pas Mika, non, Mika Biarritz, non. Après, au niveau des absents, côté AS Monaco, Crépin Diatta, Eric Dyer, Radeki, Minamino, Ouattara, Paul Pogba et Salissou qui seront absents normalement côté AS Monaco. Donc voilà pour ce match. Nassim, j'ai l'impression que Nassim a disparu. Est-ce que tu es toujours là, mon cher Nassim? Sinon, on ira un peu plus tard, hein, sur le nouveau sélectionneur du Maroc. Je le rappelle, aujourd'hui, on finit un peu plus tôt, hein, parce que je dois m'en aller un peu plus tôt pour d'autres activités. Donc, on s'arrêtera vers 11h30. Voilà, les amis. Donc on était sur quoi? On a parlé de Serie A, on a parlé de oui, voilà, on était sur la Ligue 2. Il y a des matchs de Ligue 2 ce soir avec, Boulogne-Amiens, Laval-Guingamp, Nancy-Montpellier, Pau FC Bastia et Rodez-Grenoble. Évidemment, on suivra, cette Ligue 2. On va juste aller checker donc le classement, hem comme ça, on peut se mettre un peu les équipes sous les yeux. Boulogne-Amiens, donc match de bas de tableau, hein, pour la relégation. Amiens qui a 23 points, Boulogne 27. Amiens, on le rappelle, un 16e, premier barragiste pour cette Ligue 2. Euh, Évidemment, en cas de victoire d'Amiens, il pourrait remonter à un point, hein, seulement de Boulogne. Donc ça peut être intéressant pour les Amiénois. Laval-Guingamp. Laval est 17e, hein, avec 19 points. Donc là aussi, hein, ça va être compliqué pour Laval. Ils ont 4 points d'écart avec Amiens. Si Amiens gagne ce soir, ça va être tendu jusqu'à la fin de saison pour Laval. Guingamp au milieu de tableau. Il n'y a pas forcément d'inquiétude concernant Guingamp. Ils jouent pas. Ils peuvent regarder un peu plus haut sur le Red Star, hein. Il y a que 6 points au final d'écart avec le Red Star. Donc voilà, un petit run sur cette fin de saison pour Guingamp. Ça peut être intéressant même s'ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Nancy-Montpellier, là aussi, match de milieu de tableau, voire bas de tableau. Montpellier qui est 9e et qui a gagné seulement 2 matchs sur 5 récemment. Là aussi, ils peuvent regarder un peu plus haut. Il y a 6 points aussi, hein, pour Montpellier. Et Nancy, ça regarde en bas, hein, 27 points. Ex aequo avec Boulogne. Donc là aussi, ça regarde plutôt pour ne pas descendre. Pau FC contre Bastia, donc Bastia dernier, on le rappelle, un 18e de Ligue 2 avec 18 points, même si ça reste toujours serré, hein, ils ne sont pas totalement condamnés. Les Corses, Pau, ils sont 11e, voilà, milieu de tableau, ils restent sur 3 défaites quand même d'affilée, contre Boulogne, contre Troyes et contre Saint-Étienne pour le Pau FC. Et enfin, Rodez-Grenoble. Alors, Grenoble, c'est 12e, hein, voilà, aux côtés du Pau FC. Donc, 29 points pour Grenoble. Ça regarde plutôt en bas.
Et on a dit Grenoble, ils affrontent Rodez. Donc Rodez, c'est 8e, 37 points. Donc ça regarde plutôt vers le haut là aussi pour cette équipe de Rodez. Voilà pour ces matchs de Ligue 2. On avait un article sur les jeunes pépites de Ligue 2, les joueurs qu'on pourrait voir l'année prochaine en Ligue 1. Et après, on aura un article aussi sur le football amateur qui se semi-professionnalise, on va dire, pour que ça reste du football amateur. Donc, les joueurs de Ligue 2 qu'on pourrait voir en Ligue 1 la saison prochaine. Détourbé, Pedro, Kaloulou, Versini. Notre 11 des jeunes talents de Ligue 2 qui pourraient bientôt briller en Ligue 1. Donc notre 11, hein, c'est le 11 du journal L'équipe. Un article d'Hugo Delhomme, évidemment. Ils ont 21 ans ou moins et apparaissent comme les plus belles promesses de Ligue 2. Voici les espoirs qui vont agiter les prochaines fenêtres de Mercato et pourraient bientôt se montrer en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Comme depuis 6 ans, nous vous proposons l'équipe type des plus belles promesses de Ligue 2. Ces 2 dernières années, nous avions identifié Jessim Yassine, lui qui a fait un gros match avec Strasbourg contre Reims, dans son équipe, strasbourgeoise, hein. Clément Akpa, Robin Risser, ancien gardien du Red Star, hein, maintenant gardien titulaire du RC Lens, Arsène Kouassi, le joueur de Lorient, Abdelhamid Aïd Boutlal, le défenseur marocain du Stade Rennais, ou Christ Oulaï. Alors Oulaï, je crois qu'il est toujours en Ligue 2 là pour le coup, mais c'est un jeune talent. Oulaï, il me semble qu'il est ivoirien, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier comme ça, je vous dis pas de Christ Inao Oulaï, il est juste là. Donc c'est bien un milieu de terrain ivoirien. Ouais, milieu de terrain ivoirien qui joue à Trabzonspor actuellement, hein, et qui était en Ligue 2 la saison dernière. Les critères sont restés les mêmes, 21 ans et moins de 10 matchs joués dans l'élite. Les Rémois Patrick Zabi, Abdul Koné n'y apparaissent logiquement pas puisque leurs transferts respectivement au Paris FC et Leipzig sont déjà actés. Pour coller avec des éléments les plus objectifs possibles, nous avons mêlé avis de scouts français et étrangers, des directeurs sportifs, entraîneurs. Pour la première fois, nous sommes appuyés sur un logiciel de recrutement utilisé par les clubs de l'élite. Alors, au cage, Niflor s'est affirmé. Euh, Mathis Niflor. Alors, pour ceux qui se souviennent, alors là, c'est vraiment ceux qui font vraiment partie de la communauté Hattrick, sur un épisode de Farmer Trick, c'est Guy Ange qui nous en parlait, le gardien de Dunkerque, Mathis Niflor, 19 ans, qui faisait des bonnes prestations, et c'était Guy Ange qui nous en avait parlé en premier. Donc voilà, qui est présente dans cette équipe. Donc qu'est-ce que nous dit Hugo Delhomme par rapport à ce gardien? Dans cette catégorie, la densité est restée élevée. Obed Nkambadio et Robin Risser en Ligue 1, de nouveaux profils ont émergé. Après un début de saison laborieux, le Dunkerquois Mathis Niflor, 19 ans, s'est affirmé et en fait partie avec son jeu au pied exceptionnel. L'international U19 prêté par le TFC dispose d'une cote élevée. Donc voilà, Mathis Niflor, hein, ça a été, vous l'avez vu en premier chez Hattrick FR, hein. C'était Guy Ange qui nous en avait parlé sur notre séquence des jeunes pépites, hein, en fin d'émission. Le Rémois Ewen Jawen, perfectible dans son jeu au pied, dispose d'aptitudes rares sur sa ligne, peu décisive en début de saison. L'international Espoir a ensuite fait basculer sa saison du bon côté. Il devrait prolonger rapidement, il faudra suivre à plus long terme l'évolution du Palois Noah Ravert. Et du coup, Mathis Niflor est bien dans son 11. Vous voyez le 11 avant qu'il y ait tous les détails. Donc, Mathis Niflor dans les cages. Pedro, le latéral de Saint-Etienne, à droite. Bakayoko, le joueur d'Amiens. Cossier au Mans, dans cette défense centrale. Kaloulou, hein, le frère de à peu près tous les frères Kaloulou. Pierre Kaloulou, hein, pour le plus connu à la Juventus de Turin. À gauche, le milieu de terrain de Dunkerque, Diong aussi, hein, je ne connais pas forcément tous les joueurs, hein, je connais Mathis Détombé, l'attaquant de Troyes, hein, je connais pas mal. Mendes euh, au milieu de terrain, le milieu de terrain de Rodez. Tia côté Stade de Reims, hein, il me semble qu'il était déjà là en Ligue 1 la saison dernière, Tia. J'ai un doute. Et après, pas mal de joueurs de Pau, hein, on a 3 joueurs de Pau. Versini à droite et ou Sissoko devant. On rappelle un Pau qui a déjà sorti un joueur en Ligue 1 avec Patem Mboup, hein, le joueur du Stade Brestois, qui était, il me semble, du côté de Pau. Donc les défenseurs axiaux, Bakayoko déjà capitaine. Rarement ces dernières années, ce secteur n'avait été aussi dépourvu de joueurs appelés au haut niveau. L'Amiénois Siaka Bakayoko lui franchit les paliers. Capitaine à 20 ans, ce solide défenseur manque encore de régularité dans la relance.
mais ses aptitudes athlétiques doivent lui permettre d'accéder à l'élite. Cet hiver, des clubs de Serie A, MLS ou belge s'étaient positionnés. Prêté par le LOSC au Mans, Isaac Cossier a des caractéristiques qui plaisent. Gaucher et il est assez grand. Il est fait pour aller au haut niveau, témoigne son entraîneur Patrick Videra. Donc là, c'est pour concernant Isaac Cossier. Déjà parce qu'il a une mentalité extraordinaire, ensuite parce qu'il est assez complet, grand, dynamique sur les premiers appuis, il doit gagner en concentration. Le polyvalent gaucher dunkerquois Victor Mayella, 21 ans, 1,88 m, pourrait être une belle surprise aussi, hein. Les latéraux, l'athlétique Loulou, la technique de Pedro. Jamais dans un passé récent, la Ligue 2 n'avait disposé d'autant de talent à ce poste. À gauche, le palois Joseph Kaloulou, 21 ans, apparaît dans les radars de nombreux clubs par ses datas athlétiques exceptionnelles. Avec ses appuis, le latéral est dominant dans les duels en 1 contre 1. Il lui manque encore une dimension dans les 30 derniers mètres. 3 dispose de Anis Ouzenadji, 19 ans, d'un latéral offensif doté d'une qualité de centre peu commune. Le Parisien qui plaît en Allemagne a encore une marque athlétique. Le créatif Bastier Zakaria Harris. Donc le Parisien qui plaît en Allemagne a encore une marge athlétique. D'accord. Le créatif Bastier Zakaria Harris arrivera dans l'élite à court terme. Le Clermontois El Hadj Koné, joué jusqu'à peu numéro 8. Son repositionnement en tant que latéral est un succès rapide. Doté d'un gros volume, l'ex de Fleury est un prospect intéressant. À droite, la densité est remarquable. Le Stéphanois Kevin Pedro, 20 ans, longtemps central, effectue une première saison de latéral bluffante. Dominant dans le duel, il a un arsenal technique abouti. Ivan Titi doit encore gagner en consistance à 3, mais ce latéral polyvalent a de réelles qualités techniques dans le dernier tiers. Il faudra sans doute un peu de plus de temps, mais le Nancéen aussi, Enzo Takafred, complet à des partisans parmi les recruteurs. Milieu de terrain, du talent à Dunkerque. Il faut aller à Dunkerque pour trouver deux profils qui collent avec les standards du haut niveau. Prêté par Strasbourg, Pape Diong et son 1,95 m est encore brut. Il doit parvenir, grâce à son volume et sa technique, à trouver une place en première ligue. Le très offensif relayeur Antoine Sekongo, s'il parvient à être plus constant, se frayera un chemin vers la Ligue 1. Dans les autres clubs, la progression de Jordan Mendes est intéressante. La sentinelle de Rodez, qui aurait pu en MLS cet hiver, surprend par sa capacité à gérer le tempo avec beaucoup de maturité. Son intensité va plaire en Allemagne. Relayeur U10, le Rémois Martial Tia rappelle son compatriote à Brest, Kamori Doumbia. Il a l'arsenal pour aller plus haut. Le Clermontois Abdellah Balal, issu de l'académie Mohamed VI, n'a peut-être pas des ressources techniques infinies, mais les datas montrent à quel point il est précieux par son volume rare. Le constat est le même pour le même Montpellierin, Théo Chenaï, ou le Boulonnais Nolan Binet. Ailier, Détourbé, premier de la classe. Mathis Détourbé, 18 ans, est sans doute le vrai crack de cette promotion. Joueur hyper créatif et doté d'une première touche rare, le Troyen offre beaucoup de garanties pour le haut niveau. Citigroup, propriétaire de l'Estac, n'entend pas le céder cet été. Comment le gérer par un achat puis un prêt pour progresser? Détourbé a besoin d'une équipe de possession pour se développer. Sans doute pas le cas de l'Estac si elle monte. Giovanni Versini, par son parcours sinué comme par son profil, rappelle Mathieu Valbuena. Le Palois a une vraie efficacité. Des clubs belges et néerlandais avaient fait des offres cet hiver. Elles émaneront d'autres championnats cet été. Le Clermontois Ilan Fakili est un beau manieur de ballon. Son culot et sa finesse technique doivent lui permettre de s'affirmer à l'étage au-dessus. Tout comme Mathis Saka, prêté par le TFC à Rodez, et le Dunkerquois Aristide Zossou, 20 ans, prêté par la GIA. Attaquant, un potentiel encore plus grand chez les plus jeunes. Au poste de numéro 9, il n'y a pas de profil si évident. Freiné par les blessures, le jeune palois Omar Sissoko, prêté par le Paris FC, est un attaquant de rupture moderne capable de jouer axe et côté. Le voir s'épanouir l'an prochain au sein du club parisien aurait du sens. Mais en Allemagne et en Espagne, son profil est très apprécié, encore trop irrégulier. Le Rémois Hafiz Ibrahim ou le Stéphanois Joshua Dufus sont identifiés par les scouts.
Laissons-leur encore un peu de temps, mais d'ici 6 à 12 mois, l'Amiénois Ali Traoré et le Troyen Christ Batola vont émerger. Le premier déjà référencé par la FFF comme étant un numéro 9 très complet. Objet de sollicitation allemande, Traoré dispose d'un potentiel sans doute supérieur au monégasque Georges Ilenikena. L'athlétique Batola, très adroit sur coup de pied arrêté, peut s'imposer l'an prochain comme une belle surprise de l'Estac. Donc voilà, pas mal de noms cités hein, dans cet article avec ce 11 des jeunes pépites de Ligue 2. Moi, je les connais pas tous, honnêtement, hein, c'est vraiment des noms que petit à petit j'apprends à connaître. Mais en tout cas, ça sera évidemment à suivre pour tous ces jeunes joueurs, hein. On aura le temps d'en reparler. Évidemment, ils sont qu'au début de leur carrière. Mais si je devais en ressortir un, hein, vraiment, Mathis Détourbé côté Estac, c'est du très très fort. Euh, Un article quand même sur le football amateur, du district comme à la télé, comment les caméras boostées à l'IA se sont imposées sur les terrains de foot amateurs. C'est un article de Tom Prévost. De la D8 à la N3, les clubs amateurs se sont presque tous munis de caméras autonomes pour filmer leurs matchs. Gadgets pour revoir son but chez les premiers, outils de travail pour les seconds, ces petits boîtiers ont surtout séduit par leur simplicité d'utilisation. Quand il arrive dans son stade de Montrevaux, à une cinquantaine de kilomètres à Nantes, Jonathan Lener ne sait pas encore qu'il s'apprête à devenir viral. En ce 4 février 2025, le milieu défensif se prépare simplement à jouer un 7e tour de Coupe des Pays de la Loire face à Ezenay. Le vétéran n'imagine pas encore qu'il va départager les deux formations d'un geste sublime, une reprise de volée acrobatique dingue, envoyée depuis l'entrée de la surface. 10 ans en arrière, son exploit restait anonyme, mais comme à chaque match depuis 3 ans, son entraîneur avait installé une caméra près des bancs pour capter la rencontre. La société qui a créé le boîtier VEO a vu mon but passer, rembobine le nerf. Il a choisi parmi les 7 millions référencés pour s'inscrire au People's Puskas. 3000 clubs équipés de caméras. Le prix en écho au prix Puskas est décerné au plus beau but chez les amateurs. Et en 2025, le lauréat joue à Montrevaux, Maine-et-Loire, petite commune d'à peine plus de 1000 habitants. Les réseaux sociaux s'en emparent et le geste est vu plusieurs millions de fois, offrant à Lener une quinzaine de célébrités. J'ai fait tous les médias possibles aux alentours, sourit-il. J'avais 3 appels de journalistes par jour pendant 2 semaines. J'ai même eu Canal+, qui est venu faire un reportage chez moi. Ce genre de but, les divisions amateurs en regorgent tous les week-ends, mais avant le Covid, il n'était tout simplement pas filmé, où les pixels manquaient. Depuis, presque tous les clubs se sont dotés de caméras autonomes, Speedeo, Trace, Pixelot. Un véritable marché s'est créé pour répondre à ces besoins. Le club le plus bas à s'être équipé d'une caméra évolue au district 8, le 16e niveau national. En France, plus de 3000 clubs ont une caméra VIO, souligne Laurent Nacry, responsable France de la marque leader dans l'Hexagone. Et ça n'arrête pas d'augmenter, on n'était même pas à 1000 en 2021. On couvre tout le monde, des catégories jeunes du LOSC à un club de D8, de D8 dans la région Grand Est. En Île-de-France, il est devenu rare de ne pas voir ce genre de boîtier et cette marque ou une autre hissée sur son trépied à proximité des bancs. Merci à Lisa Marie pour les likes, ça fait extrêmement plaisir. Pour les likes, évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Et pour cette rose, une nouvelle fois, ce matin, merci beaucoup. Je vois que sur les likes, on est à 3336. Merci beaucoup dans cette matinée de vendredi. On continue sur cet article, des compilations de gestes réussis ou ratés. Des caméras ont séduit les amateurs grâce à leur simplicité d'utilisation. Boostées à l'IA, elles suivent de manière autonome le ballon en zoomant quand l'action se déroule dans les coins opposés à elle. C'est hyper pratique, constate Lucas Trémelé, attaquant des copains de Meudon, en D5 où l'on transporte dans une petite mallette et quand on arrive au terrain, il faut juste un joueur qui la monte, ça prend 5 minutes. Ça change de l'époque où il fallait qu'un joueur prenne un trépied et la fasse tourner tout le match. Le club, auparavant en loisir, a déboursé près de 1000 € pour s'offrir la possibilité de diffuser ses matchs en direct et les revoir, et remet quelques centaines d'euros au pot chaque début de saison pour prolonger l'abonnement. Ça coûte cher pour un club comme nous, admet Trémelé, mais on en est super content, c'est durable et c'est sympa de regarder ces matchs en replay. Certains joueurs s'amusent même à en faire des compilations de leurs bonnes actions, ou pour ceux qui ont de l'autodérision, des montages de toute leur perte de balles et gestes hésitants. Après, ça existe depuis j'allais dire la nuit des temps. Dans l'histoire du football, hein, il y a pas mal de joueurs à l'époque hein, qui étaient filmés par des amis à eux ou par leur famille et qui mettaient des compilations pour envoyer aux recruteurs ou à d'autres clubs de plus haut niveau pour se faire connaître, hein.
Et là, du coup, avec toutes ces nouvelles caméras, c'est plutôt pratique, hein, ça va très vite. Après, du coup, ça fait de plus en plus de personnes à regarder et ça fait beaucoup de travail, en tout cas, si on souhaite aller chercher des joueurs dans les petits championnats. Heu, Même chez les jeunes, la caméra arrive en force. Dès qu'on arrive chez des U14 niveau ligue, 2 clubs sur 3 en ont. Observe Enzo Huig, coordinateur de la formation à Bondu. Ça permet de corriger des petites erreurs, mais aussi de poster les buts sur les réseaux. Les jeunes sont ravis, il y en a même qui regardent leur match en replay sur leur télé. La dérive des projets Mbappé, voilà, c'est ce qu'on disait. Chez les seniors, en revanche, la caméra est vraiment vue comme un outil de travail. Chaque match, les 2 équipes ont leur caméra. Reprend Huyghe, adjoint de l'équipe première en R1. Toutes les semaines, on corrige des erreurs individuelles et collectives grâce à la vidéo. On revisionne aussi les matchs allés pour préparer ceux de la phase retour. Certains clubs échangent même leur captation pour préparer les affrontements face aux équipes qui n'ont pas encore affronté. Dommage que Gaëtan n'est pas là aujourd'hui, hein. Lui, il est dans ses choses d'analyse vidéo, tout ce qui est, caméra, analyse de match à des échelles, bon, plutôt en national, hein, pour Gaëtan. Heu, mais ça serait intéressant d'avoir, son ressenti. Quel matériel est utilisé, comme ça pourrait donner du biscuit à cet article et ça nous intéresserait aussi, comme ça on pourrait en parler avec lui. On aura l'occasion d'en parler avec lui, prochainement. Ne vous inquiétez pas, le jour où il passe sur le live, le matin. Mais l'envie, de filmer peut parfois déraper. S'ils sont heureusement encore rares, certains parents achètent eux-mêmes des caméras pour suivre en priorité leur enfant. Ce sont des projets Mbappé, déplore un éducateur francilien. Chez mes U14, j'ai un papa qui ramène sa propre caméra pour débriefer les erreurs du gamin quelques heures après les matchs. Ce n'est pas du tout sain, surtout qu'il n'évolue pas du tout en centre de formation et n'a pas montré encore un potentiel à faire carrière dans le foot. Et ça peut totalement brider, hein, les jeunes, hein, par rapport à cette déclaration-là. Ça peut brider les jeunes et ça donne. C'est là où on perd le plaisir du football que l'on connaît dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que pas mal d'anciens joueurs ou d'anciens pros, hein, déplorent un peu ces projets Mbappé, que le football est très aseptisé, on est toujours dans le calcul et qu'on joue moins avec par passion ou par comment dire, par instinct et ça fait, même chez les jeunes voilà, des projets un peu comme ça et ça dénature un peu le football, si on peut dire ça comme ça. Le formateur a ainsi constaté que son joueur tentait beaucoup moins depuis l'arrivée de cette caméra en début de saison. Il a, peur de mal faire, donc il ne prend plus aucun plaisir. Exactement ce qu'on était en train de dire. Personne n'est gagnant dans cette histoire, regrette le coach qui a évoqué la possibilité d'arrêter ce dispositif auprès du parent sans succès. Cela se fait beaucoup aux États-Unis, mais encore assez peu en France, rassure Laurent Nancy de VIO France. L'immense majorité de nos clients sont des clubs, pas uniquement de foot, d'ailleurs, puisque la marque équipe, entre autres 800 clubs de rugby, soit presque la moitié des clubs en France, et offre autant de possibilités de s'offrir une troisième mi-temps devant le replay de sa mêlée. Donc voilà, c'était très intéressant cet article concernant les vidéos dans le football amateur. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Bon, il est 11h27, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Malheureusement, je dois partir un peu plus tôt. J'ai une petite conférence de presse, hein, sur le match de l'OGC Nice, enfin le Stade Rennais. Donc on va aller voir Claude Puel et normalement ça sera Melvin Bard pour la conférence de presse. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir été présents. Normalement, demain, il n'y aura pas de live. Euh, Possiblement dimanche après-midi, mais c'est vraiment pas sûr. Sinon, on se retrouve lundi. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon week-end foot évidemment, hein, on aura le temps de débriefer tous les matchs de ce week-end. On se laisse pour aujourd'hui, je le redis, passer une bonne fin de journée, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, hein, à Trick FR, les plateformes de podcast évidemment, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch, sur TikTok, Instagram, Facebook, les plateformes de podcast, n'hésitez pas. Et en tout cas, on se retrouve bientôt, sûrement lundi matin. Passez une bonne journée. Merci pour cette dernière rose de fin de live. Merci Lisa Marie et on se retrouve bientôt. Ciao les amis, passez une bonne journée. Ciao ciao.